Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale avec une belle photographie. Juste pour ouvrir, regardez, ils ont été aperçus et photographiés dans la vallée de la Bruche sur Enrupt et Belmont. Notre spécialiste des loups, Thomas Pfeiffer, sera notre invité. Rentrée aussi pour Valérie Zago, spécialiste apicurien. Elle part à la rencontre des amoureux du terroir. Dominique Pichard, photographe et coordinateur de ce festival étonnant Compagnon d'encre, on en parlera dans quelques instants. Et le jeudi, ce sont les humeurs de Mathieu Chanvillard. Il sera sur ce plateau dans quelques minutes. Avant cela, le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. La France championne d'Europe des abandons d'animaux et l'Alsace ne fait pas exception. À la SPA de Strasbourg, les abandons ont augmenté de 15% cet été. Ambiance pas banale à Village-Neuf ce matin. Un exercice de sécurité de grande ampleur s'est déroulé. Objectif, tester les secours en cas d'accident industriel. Et puis le festival de musique de Wissembourg bat son plein. Pour la 15e édition, il attire une nouvelle fois des pointures internationales et veut donner de la musique classique une autre image. La France donc championne d'Europe des abandons d'animaux pendant les vacances. En cette fin d'été, c'est l'heure du bilan à la SPA. Depuis janvier 2019, les abandons y ont augmenté de 28% et le refuge de Strasbourg ne déroge pas à la règle, d'autant plus que les adoptions ont baissé. En juin 2018, 97 animaux ont été adoptés contre 86 en juin 2019. On écoute Danielle Gilliot, présidente de la SPA de Strasbourg, au micro de Cécile Motz. On a eu un surcroît d'abandon, surtout au mois de juin, autant au niveau des chiens que des chats. Les gens ne viennent pas en nous disant « je pars en vacances », mais il y a X raisons plus ou moins intelligentes ou fallacieuses. Mais c'est vrai qu'on a été saturé, on a même dépassé notre capacité. Au niveau des chats, on a dû faire appel à de plus en plus de familles d'accueil. Au niveau des chiens, de mettre ensemble, de faire des couples, sachant que c'est difficile parce que ils peuvent ne pas s'entendre. Et c'est vrai que juin et juillet ont été 2 mois vraiment très difficiles. Août s'est calmé. Maintenant, on ne peut pas dire vraiment que l'été soit un pic. Finalement, il y a des pics tout le temps. Mais c'est vrai que l'année dernière, en 2018, on avait quand même 30% d'abandon de chats en plus par rapport à 2017. Et là, je pense qu'en 2019, par rapport à 2018, on va avoir, à mon avis, au moins 15% de chats en plus. Quant aux chiens, pareil. Il n'y a plus une année qui ressemble à une autre. Franchement, il y a des abandons tout le temps. Si vous habitez Village-Neuf, vous avez peut-être entendu une sirène d'alerte ce matin. Il s'agissait d'un exercice de sécurité destiné à tester les secours en cas d'accident industriel sur le site de l'entreprise DSM. Elle fabrique notamment des vitamines destinées à l'alimentation, aux cosmétiques ou à la pharmacie. 650 personnes y travaillent. Plus d'explications avec Marine Ziss. Il est 9h15 et il n'y a pas un bruit dans la cour de l'école primaire de Village-Neuf. La sirène d'alerte a retenti il y a quelques minutes. Les enfants sont tous confinés à l'intérieur du bâtiment. La raison ? Le personnel de l'entreprise DSM Nutritional Products a constaté la fuite d'un solvant de chlorure de méthylène. Cette fumée ne présente en fait pas de risque toxique car il s'agit d'une simulation d'un accident. On va essayer de colmater la fuite. On demande une évaluation des blessés. On voit qu'à un moment ou à un autre, on n'arrive plus à gérer cette situation-là. Finalement, la population aussi commence à téléphoner et puis informe la préfecture comme quoi ils ont une odeur de solvant. On a les voisins qui commencent à se plaindre et on déclenche le PPI. Et au moment où on déclenche ce PPI, je perds mon autorité. D'accord ? Je transmets mon autorité du site au préfet et c'est le préfet qui gère la situation, ce n'est plus moi. Le PPI, c'est le plan particulier d'intervention. Il concerne l'exploitant, mais aussi l'État et les collectivités. Aujourd'hui, une centaine de personnes ont été mobilisées pour l'exercice. Donc c'est un plan d'intervention, donc il est préformaté. Et dès qu'il est déclenché, tout de suite des moyens sont engagés, tout de suite les services
concernés par un risque de pollution sont déclenchés, ils savent où ils doivent se rendre et tout se met en place pour mettre en place les cellules de réflexion. Donc il y a des fiches préformatées et chacun connaît normalement son rôle et après on met en place la coordination entre tous les services pour arriver à juguler le risque et protéger la population et protéger l'environnement. Une étude de danger pour un site comme le nôtre, c'est plus de 100 fiches réflexes d'analyse d'incidents qui peuvent survenir avec certains scénarios, une quinzaine qui sont vraiment les plus gros scénarios à risque. Mais il y en a toute une batterie derrière et tous ces scénarios sont décrits avec le rayon d'impact qu'ils pourraient avoir selon le scénario, etc. L'exercice a pris fin peu avant midi. C'était le premier de ce genre pour l'entreprise. Bilan du positif dans la coordination des services, mais encore des points à améliorer, notamment au niveau de la précision de la communication. Amener la culture au plus proche des habitants du territoire de la région, même en dehors des villes, et cela grâce à une péniche, c'est l'idée plutôt originale développée par la région Grand Est. Pour la deuxième année, la péniche Adélaïde a sillonné les canaux de la région tout l'été, proposant spectacles, animations et expositions à bord. Exemple au quai nautique de Biesheim, Camille Roland. Bienvenue à l'atelier des sapristelles. Les sapristelles, c'est comme ça que j'appelle ces marionnettes que j'ai fait d'éléments ramassés. Sur le ponton d'Adélaïde, des petites mains s'activent. Ici, pas de mariniers, mais des marionnettes confectionnées par des enfants. Sous l'œil avisé de leur professeur du jour, ils s'inspirent de la nature pour créer leurs propres monstres. L'atelier consiste à créer des personnages en détournant des éléments naturels, des racines, des bouts de bois flottés, des branches tordues, du lichen, de la mousse, d'assembler tout ça et trouver des petits mécanismes pour en faire des marionnettes. Reconvertie en salle de spectacle flottante et itinérante depuis 1976, cette péniche propose des animations, concerts, lectures et pièces de théâtre tout au long de son voyage sur les canaux du Grand Est. Une initiative de la région pour renouer avec les territoires ruraux. La péniche, elle permet de traverser tous les départements, d'aller même vers nos 40% de territoires frontaliers. Elle permet aussi de faire découvrir un ensemble de territoires avec des identités, on va dire, extrêmement variées, depuis ici le nord du Haut-Rhin jusqu'aux Ardennes. Donc c'est véritablement faire lien sur l'ensemble de cette région, mais avec un message, c'est de valoriser les talents locaux et de valoriser ce que sont les productions artistiques professionnelles de cette région. Le temps de l'escale, la péniche vit au rythme des communes qui l'accueillent. Comme ici à Biesheim, une vingtaine de partenaires locaux se sont mobilisés pour proposer des animations sur la thématique de l'environnement. Le lieu s'y prête en fait, c'est un lieu tellement naturel et préservé. Et puis c'est une compétence forte de la communauté de communes, aussi la gestion de l'environnement. C'est pour ça que vous verrez sur site une mise-déchetterie. On incite vraiment les gens à trier au maximum et il y a des agents de tri qui sont là pour expliquer aux gens en quoi consiste le tri. Une disco soupe sera aussi organisée ce week-end. Vendredi, on mettra en avant des associations locales et tout le week-end, ce seront des artisans, commerçants qui ou fabriquent ou vendent des produits à base de matières naturelles. Donc l'idée c'était vraiment de sur site et hors site mettre en avant les atouts du territoire. Cette année, Adélaïde aura accueilli environ 10 000 visiteurs. Après une étape de 4 jours, elle reprend le large, direction Wolfersdorf, dernière étape d'un voyage sur l'eau de 800 km. 1 mois et 28 concerts pour découvrir ce qui se fait de mieux en matière de musique de chambre. C'est le propos du Festival international de musique de Wissembourg. Depuis le 17 août, il accueille des musiciens du monde entier et cherche au passage à donner aussi une autre image de la musique dite classique. Il vous reste une semaine pour en profiter. Aperçu avec Fanny Kunz. Voilà 15 ans que la fin de l'été se déroule en musique dans les rues de Wissembourg. Si le Festival international de musique attire chaque année plus de mélomanes dans la cité du nord de l'Alsace, d'autres boudent toujours la musique classique. Une image vieillotte et élitiste qu'Hubert Vandel, directeur du festival, cherche à dépoussiérer.
La musique classique, malheureusement, a une réputation qui n'est pas très reluisante pour les jeunes générations. Et puis les musiciens en sont eux-mêmes souvent responsables dans le passé. Ils ont appartenu à l'aristocratie, ils ont appartenu à la bourgeoisie. Encore aujourd'hui, souvent, quand on va dans des lieux un peu prestigieux, c'est l'aristocratie qui est là. C'est pas les ouvriers ou les gens ordinaires. Nous distribuons des invitations justement à ce public qui ne viendrait pas. C'est difficile de changer l'esprit. Déjà, le mot de musique classique, je me dis depuis des années, il faudrait trouver une autre appellation qui soit plus excitante peut-être. Avec 28 concerts et des artistes venant du monde entier, le festival sert aussi de théâtre de rencontre entre musiciens. Comme Lyoko et Vyacheslav, 2 artistes japonais et russes partageant la scène avec violon et piano. Il a le point de vue d'un compositeur, donc quand on doit discuter, donc quand on discute, il a des idées avec une conviction d'un compositeur. Parfois, il veut modifier les choses. Il y a une langue commune donc, qui s'appelle la musique, donc même si on ne se comprend pas parfaitement très bien en discutant, on a toujours quelque chose à se dire et puis ça se comprend plus facilement en fait. The chamber musicianship, it's about la musique de chambre, c'est pour moi arriver à réagir instantanément à ce que dit ton partenaire. Donc quand je joue en solo, j'ai un dialogue personnel, mais lorsque je joue avec quelqu'un, comme c'est le cas ici avec Lyoko, j'essaie de lui transmettre des choses aussi. C'est très différent d'une répétition à une autre, et je pense qu'au final, nous arrivons à trouver un langage commun. Un festival à découvrir ou redécouvrir jusqu'au jeudi 12 septembre. Riyad Satouf, Vincent Dedienne, Abdel Malik, Françoise Nissen ou encore Raphaël Enthoven. Ils seront tous à Strasbourg aux Bibliothèques Idéales. Ça se déroule jusqu'au 15 septembre et c'est gratuit. Dès ce soir, comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images, il y avait foule devant l'Opéra pour la soirée d'ouverture. Alain Fontanel, adjoint maire de Strasbourg en charge de la culture, nous en dit plus. La littérature a toute sa place à Strasbourg. Il ne faut pas oublier que Strasbourg est le berceau de l'humanisme rhénan, mais aussi est le berceau de l'Europe et de la culture en Europe. Et les bibliothèques idéales, c'est un grand moment, ça lance la rentrée culturelle. Et on va parler de littérature, on va parler théâtre, poésie, on va écouter chanter des chansons de Brel, de Gainsbourg, d'Aznavour. On va aussi échanger autour de la géopolitique, autour de la France, autour de l'art, autour du bon goût et du mauvais goût. On va avoir des auteurs très nombreux, des auteurs vivants bien sûr, mais on parlera aussi d'auteurs qui ont disparu. Et tout ça, c'est une grande fête des mots et de la littérature à Strasbourg. Et on finit ce journal tout de suite avec l'image du jour, Oliviane. C'est la question du jour cruciale en Alsace. Un sous-boc doit-il être rond ou carré ? Toutes les rédactions ont reçu aujourd'hui un communiqué d'un fabricant qui a commandé une très sérieuse étude sur ce thème. Et voilà les chiffres. 40 milliards de litres de bière sont produits chaque année en Europe. Et l'utilisation du sous-verre explose, plus 24% l'an passé. Mais alors, rond ou carré ? Et là, l'Europe se déchire. Les pizzerias italiennes comme les bars à tapas espagnols utilisent principalement des sous-verres ronds, alors que dans les cafés et les brasseries autrichiennes ou allemandes, on trouvera surtout des feutres de bière de forme carrée. Plus à l'est, on repasse au sous-boc rond. Aucune indication dans le communiqué sur l'Angleterre ou l'Irlande, sans doute l'effet Brexit. Vous avez un avis, Anna, peut-être ? Je laisse au spécialiste. Oh, le spécialiste. Merci beaucoup, Anna. On accueille le plateau du soir. Mathieu Chanvillard, venez nous rejoindre. Thomas Pfeiffer, spécialiste du loup, avec nous. Dominique Pichard, qui est photographe. On va parler d'un festival étonnant chez Emmaüs Chervillers. Ce sera dans un petit instant. Installez-vous, messieurs, pas de dames, ce soir sur ce plateau exceptionnellement. La parité n'est pas respectée, sauf pour la météo. Ça tombe bien, c'est parti. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisier Europe. Bonjour à
tous et bienvenue sur Alsace 20, je suis ravie de vous retrouver et en ce vendredi, eh bien, ce sera un temps sec et ensoleillé. On commence avec votre matinée, il y aura beaucoup de soleil à Strasbourg, partout ailleurs, alternance entre éclaircies et passages nuageux. Les températures matinales, eh bien, il fera 10 degrés, ce sera la maximale du côté de Saverne, 8 degrés ce sera pour Strasbourg ainsi que Sélestat ou encore Colmar, 7 degrés à Mulhouse, 9 degrés si vous êtes à Roppenheim et chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg ou encore dans le nord de la Suisse. L'après-midi, eh bien, on continue avec beaucoup de soleil sur la majeure partie du territoire alsacien, quelques nuages dans le nord de l'Alsace mais rien de méchant et il en sera de même aux frontières. Les températures dans l'après-midi, eh bien, il fera 20 degrés, ce sera la maximale à Strasbourg ou du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg, 18 degrés ce sera à Saverne et sur l'ensemble du Haut-Rhin ou encore à Fribourg. Et 19 degrés, ce sera à Bâle ou à Roppenheim. Votre journée de samedi, eh bien, ça se dégrade puisqu'il y aura beaucoup de nuages et si vous êtes dans le nord de la Suisse, quelques petites éclaircies. Et les températures iront dans l'après-midi de 18 jusqu'à 21 degrés. En ce vendredi, nous célébrons les Bertrands. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 6h52 pour nous dire au revoir à 20h01. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Il est historien et spécialiste du loup, Thomas Pfeiffer. Bienvenue. Merci de m'avoir invité, bonsoir. Voilà. Qui a peur du grand méchant loup ? C'est la question qu'on peut se poser. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il est officiellement de retour, mais plutôt très près de nos habitations. Ils ont été photographiés. Regardez ces photos. C'était dans la vallée de la Bruche, sur Ranrupt et sur Belmont. Ça, c'est un cliché donc à Ranrupt. Étonnant qu'il se soit rapproché. Pour vous ? Non, pas du tout. Là, il est fait photographier. Il y a eu des attaques sur des moutons. Le loup est revenu dans la vallée de la Bruche. C'est un massif qui est exceptionnel, le massif de Dabo à Brèchevillers. Donc, pour lui, il y a le gibier, il y a le couvert forestier. Donc, il est vraiment sur un lieu idéal. Alors, on va voir s'il a toute sa place. Évidemment, oui, pour vous, parce que vous êtes un ardent défenseur. Donc, plusieurs troupeaux de brebis ont subi des attaques du loup. La dernière, c'était début août. Donc, c'est il y a à peine un petit mois. Est-ce que la prolifération du loup aujourd'hui pose un problème ? Alors là, déjà, le mot prolifération est un peu fort, puisqu'il s'agit d'un seul loup, d'un mâle, qui est ce qu'on appelle sur un front de colonisation. Donc il s'installe sur un nouveau territoire, il est effectivement un jeune mâle, il va chercher une femelle, il fait parfois 300-400 km, c'est un émissaire. Alors effectivement, quand il va arriver, peut-être rien n'a été préparé à son retour, pas de clôture, pas forcément de chien de protection. Or, le loup est là depuis 2011 en Alsace, il y a eu une femelle en 2012 qui a rejoint le premier mâle, 2013, une portée de louveteaux, donc 3 loups qui sont officiellement à la Bresse Cornimont-Ventron, d'origine italo-alpine, et puis des loups qui se baladent depuis la Pologne, qui transitent depuis l'Allemagne, et qui vont se croiser avec ces loups italiens. Et qui vont rester ? Et qui vont peut-être rester. Ce loup, ce jeune mâle, s'il trouve une femelle, il va rester sur le territoire, car il y a assez de gibier. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a de loups sur notre territoire ? Alors, en Alsace, on pourra dire assurément, à l'heure d'aujourd'hui, au moins 4. Voilà. Ce qui est faible. Ce qui est faible. Il n'y en a pas 15. Et 4, ce sont que des mâles, donc voilà. Aucune reproduction. Donc le terme prolifération... Sauf que quand on avait vu des louveteaux, c'est qu'il y avait une femelle. En 2013. Et cette femelle, on pense qu'elle a été braconnée. De l'avis même de certains éleveurs avec qui je suis en contact. D'accord. On en a trouvé dans la vallée de Salles, le Schirmeck et Saint-Amarin. Et Saint-Amarin. C'est là où il semble se concentrer. Voilà, Saint-Amarin, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, la vallée de Münster. C'est là où on a nos 3 lots qui circulent, qui chassent, qui sont sur ce territoire depuis 2011, 2012. Oui, tout à fait. Vous parliez des attaques, le point d'achoppement, souvent effectivement c'est les dégâts, les pertes que subissent certains éleveurs. Oui. Est-ce que ça veut dire quand il y a aussi peu de loups mais qu'il y en a et que ça fait des dégâts, comment on doit s'adapter, comment on peut s'adapter, comment les éleveurs peuvent s'adapter Tout à fait. Alors effectivement, il faut accompagner les éleveurs. Vouloir du loup, en tout cas avec cette recolonisation naturelle, c'est aussi accompagner les éleveurs, mais dans une démarche active. Aujourd'hui, le loup est de retour naturel, on tire jusqu'à 100 loups en France, on est le pays qui tue le plus de loups, et on est le pays qui a le plus d'attaques sur les troupeaux. Donc il y a une sorte d'incohérence. C'est-à-dire que plus on va déstructurer les meutes qui sont en place, alors chez nous, c'est pas vraiment des meutes, plus on va provoquer peut-être plus d'attaques sur les troupeaux. Donc il faut accompagner les éleveurs avec des plateformes où on va former des chiens, parce qu'ils sont un peu seuls au monde, des clôtures électrifiées, et puis surtout créer ce que moi je crois le plus utile, des aides bergers, c'est-à-dire permettre à l'éleveur le soir d'avoir un chien, un humain, voire 2 humains qui vont protéger le troupeau à moindre frais et
pérenniser une présence humaine. Parce que le loup, ce qu'il a la plus grande crainte, c'est la présence humaine. Donc présence humaine plus chien, plus clôture électrifiée, vont permettre de réduire le nombre d'attaques. On ne va pas avoir attaque zéro, mais ça va permettre de réduire. On a 10 000 moutons qui sont tués par le loup. On est le pays qui tue le plus de loups en France. Sur les 500 loups que nous avons, nous tuons jusqu'à 100 loups. 1/5 de la population, ce que ne font pas nos voisins espagnols, italiens ou allemands. Donc il y a une incohérence totale qui ne sert strictement à rien. Au contraire, il faudrait créer des aides bergers, création d'emplois, écotourisme autour du loup et création de produits où on labellise la viande de mouton française, on la met en avant, contrairement à la concurrence déloyale de Nouvelle-Zélande, qui est le principal problème des éleveurs. C'est 8 à 9 euros le kilo de viande de Nouvelle-Zélande, 20 à 30 euros le kilo de mouton dire le problème des éleveurs en France, c'est la Nouvelle-Zélande et c'est pas le loup. En fait. Bah, le loup en est un en plus, supplémentaire, qui est compliqué, certes, mais il faut accompagner. Et je pense qu'avec beaucoup de bonne volonté, on y arrivera. Il n'hésite pas à attaquer des animaux, des oui, produits, tout à fait. etc. Est-ce qu'il peut s'attaquer à l'homme? Absolument pas. Donc, pourquoi vous êtes si catégorique? Parce que depuis que le retour du loup est arrivé en France en 92, il n'y a aucune attaque, premièrement. Ouais. Alors certes, les cas sont très rares. Je vais en donner un qui va contre ma chapelle. C'est arrivé tout récemment dans un parc national au Canada, du parc de Banff. C'est arrivé cet été, un vieux loup avec des campeurs qui étaient couchés. Ce vieux loup était dans un état d'épuisement total. Il s'est approché d'une tente en se disant que quand ça dormait, ça bougeait pas, c'était peut-être une proie facile. C'est le seul cas répertorié, on va dire, au Canada, dans un parc national. C'est quelque chose d'assez... Donc le loup a été tué par la suite, et les personnes n'ont pas été évidemment plus embêtées que ça, mais ça prouve que ça peut être possible, mais dans des cas très limités. Je rappelle quand même, hier encore à Amiens, 2 chiens qui ont agressé un enfant, 40 000 morts chaque année dans le monde liés aux chiens. Le loup, c'est 1 à 10 grand maximum, et c'est dans des cas très précis, dans des rares réfections d'espace comme en Inde, au Canada, c'est vraiment au compte-gouttes. Donc c'est rentré rare. Je rappelle 200 000 morts liés aux moustiques chaque année dans le monde aussi. Oui, c'est sûr. Alors certains disent que les forêts ne sont pas du tout adaptées aux loups. C'est qu'à l'époque, au 19e siècle, elles étaient adaptées. Aujourd'hui, tout est tellement concentré, c'est compliqué. Que les modes d'élevage, aujourd'hui, ne permettent plus cette cohabitation avec le loup. Alors on électrifie, on peut trouver 50 000 choses, mais il passe quand même et il y a quand même des dégâts. Alors c'est moins de 10% de son alimentation. Il faut bien reconnaître que le loup, il chasse des proies sauvages. Rappelons que c'est un régulateur sanitaire qui lutte contre les maladies du gibier et notamment contre l'expansion de la maladie de Lyme dont personne ne parle. Et aujourd'hui, on a une explosion du gibier. Le loup fait une partie du travail, mais c'est vrai que la solution de facilité pour lui, c'est les troupeaux quand ils ne sont pas bien gardés. Le loup est revenu depuis 2011, on n'a pris aucune mesure pour anticiper. On propose à des éleveurs, mais seulement s'ils sont volontaires. Aujourd'hui, le nouveau plan loup prévoit que si les éleveurs ne prennent pas au moins 2 dispositifs, c'est-à-dire soit clôture plus chien ou clôture plus aide berger, etc., ils ne sont pas indemnisés. Et il faut proposer à l'éleveur de l'intégrer dans une démarche où le retour du loup n'est pas vu comme impossible. Les forêts sont totalement adaptées au retour du loup. Elles sont biodiversifiées, pleines de gibier, et le loup, lui, s'adapte très très bien. C'est plutôt l'homme qui a du mal à s'adapter au retour du loup. Vous arrivez à discuter avec les bergers, avec les éleveurs dans la région, ou c'est compliqué? Tout à fait. Je peux citer Olivier Cassagneux, avec qui je m'entends très bien. Et alors, il y a des éleveurs qui sont contre, par principe, mais on a des éleveurs de toute génération, des jeunes, qui, notamment dans les lycées agricoles, comprennent la problématique du loup et comprennent que le loup a toute sa place dans la biodiversité. Il faut juste accompagner ces éleveurs à vivre le retour du loup et ne pas les abandonner. Le problème, c'est que les pouvoirs publics tardent beaucoup à mettre en place les structures, notamment dans le réseau loup, où on n'accompagne pas, selon moi, suffisamment ces éleveurs. Et un parc naturel juste pour protéger le loup, où il ne serait que là, est-ce envisageable? Non, parce que le loup n'obéira qu'à ses instincts. Et il fait 50 km par jour, le loup. Il peut faire 50 km, il s'installera là où bon lui semble. Et c'est vrai que le massif de la vallée de la Bruche, ça a été quelque chose que je vous ai dit d'ailleurs en plateau il y a 4-5 ans. C'était pour moi un massif dans lequel j'ai grandi. C'est pour moi le massif idéal. Il y a du gibier partout, des forêts, un couvert. Sauf qu'il bouge, jusqu'au moment où il est territorialisé avec une femelle. Et là, on aura peut-être une meute. Voilà, Thomas Pfeiffer qui travaille à la création de la Maison du Loup. Ça sera dans une autre interview, on suivra cela. Mais il y a ce site internet sur lequel vous pouvez avoir les informations, www.maisonduloup.org. Allez, place aux humeurs de Mathieu Chanvillard, comme tous les jeudis. Bon, comme on est obligé d'en parler, on parle de la rentrée très très vite. Tout le monde a fait sa rentrée, ça s'est bien passé, tout le monde a survécu. Oui, c'est bon, parfait. Moi aussi, j'étais ravi de retourner au boulot et de retrouver mes collègues, enfin presque tous. Et puis j'étais ravi surtout enfin que ces fonctionnaires trop nombreux et feignants s'occupent enfin de mes enfants. Vous êtes bien enseignant, Thomas? Oui, tout à fait. Tout à fait, bienvenue. J'aime mon métier, j'adore les enfants. J'espère surtout qu'avec la rentrée, ça va se réveiller un petit peu, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est début septembre, c'est un peu mou du genou là. Franchement, pour écrire une chronique, là, il se passe rien dans cette région, c'est pas possible. Je suis super jaloux quand
je regarde à l'étranger, mes collègues étrangers, eux, aux États-Unis, ils ont Trump, les Anglais, ils ont Boris Johnson, les Brésiliens, ils ont Bolsonaro. Là, il y a du matos, quoi. Les mecs, ils font n'importe quoi, ils disent que des conneries. Voilà, on peut écrire des choses. Moi, j'ai Roland Ries, Frédéric Bierry et Jean Rotner, quoi. Roland Ries, le truc le plus transgressif qu'il ait fait dans sa vie, c'est traverser en dehors des clous. C'était il y a 20 ans, quoi. Et Jean Rotner, il est quand même pas prêt, a priori, de foutre le feu à toute la forêt du massif des Vosges. Ça fait embêtant pour le loup, à la style Bolsonaro. Donc, non, franchement, c'est un peu sec, c'est un peu compliqué. Mais ça donne des idées. Ça donne des idées. Vous avez certainement suivi la querelle, le conflit entre Emmanuel Macron et Bolsonaro, le Brésilien. Et puis, alors, il y en a un qui a débarqué là-dedans. C'est l'ambassadeur du tourisme brésilien, qui est un ancien champion de MMA. MMA, vous savez, c'est ce sport de combat qui se pratique en cage, là, assez violent, où presque tous les coups sont permis. Donc cette ambassade, cet ancien athlète a dit qu'il allait tordre le cou d'Emmanuel Macron. Et qui revoilà 2 jours après, Alexandre Benalla, qui dans ce tweet formidable, il y a 2 jours, a dit que lui était prêt, lui il allait défendre le président, et qui proposait de retrouver le Brésilien dans un octogone, vous savez, le ring avec la cage, là, histoire de régler ça entre hommes. Voilà, pas mal. Le duel pour résoudre les problèmes. Ouais, mais c'est ça. Mais nous, on s'embête avec des élections, des commissions, des machins, on dialogue et tout. Non, le duel, comme à l'époque, à l'ancienne, à l'épée ou au pistolet. Voilà une manière de résoudre les problèmes. C'était beaucoup plus simple au 19e siècle, quand vous étiez jeune, Lionel, au moins c'était beaucoup plus expéditif. Moi je dis pourquoi pas régler les problèmes à coups de poing, de coups de pied, de coups de tête, de coups de genoux sur un ring. Alors, rendons hommage, Alexandre Benalla n'a pas tout inventé, rendons hommage à Booba et Karis, les 2 rappeurs qui ont proposé de longue date, et on attend toujours de régler leurs différends sur un ring, en MMA aussi. Ça devait se passer tout près de chez nous, à Bâle, la salle était réservée, tout était prêt. Leurs fans sont toujours très impatients, les amateurs de musique aussi sont très impatients, parce que comme il y en a des 2 qui se relèvera pas, ça fera un mauvais rappeur en moins pour nos oreilles, ça sera beaucoup plus simple. Moi, ce que je propose, c'est de profiter de cette soirée, alors à Bâle, j'espère, pour régler d'autres problèmes de la région. Voilà, allons-y gaiement, réglons ça sur le ring entre gentlemen. Je vous propose donc les autres affiches de la soirée. Il y aura donc Booba Karis, il y aura aussi également, pour trancher définitivement la question Grand Est ou pas Grand Est, et sur le ring, Jean Rotner contre Frédéric Bierry et Brigitte Klinkert. Alors, ils sont 2 contre 1, c'est vrai, mais bon, à un moment, il faut mettre un peu de piment, il faut intéresser un peu le public. Delphine Vespizer montera aussi sur le ring, puisqu'à l'élection de Miss Alsace ce dimanche, elle défiera tout de suite sa challenger, autant éliminer tout de suite celle qui voudrait ou pourrait prendre sa place. Dans la cage toujours, Sébastien Loeb affrontera Marc Keller pour trancher enfin ce vieux débat chez les Alsaciennes. Qui est le plus beau gosse des 2 ? Voilà, réponse sur le ring également. Et juste après, pour clôturer la soirée, ne ratez pas le grand combat entre 2 scientifiques alsaciens qui s'écharpent depuis des années pour savoir enfin et régler cette question fondamentale. Les Lorrains sont-ils réellement humains ? Alors oui, je sais, ça fait encore une blague sur les Lorrains, mais je vous l'ai dit, c'est un peu sec en ce début septembre. Et puis de toute façon, les temps sont durs. On peut plus faire de blagues ni sur les gays, ni sur les noirs, ni sur les roux, ni sur les juifs, ni sur les handicapés, ni sur les blondes. Alors sur les Lorrains, il y a encore une petite fenêtre de tir. J'en profite avant qu'ils m'attaquent en justice. Même si leur absence de protestation tendrait à prouver, comme l'un des scientifiques, qu'ils effectivement n'ont peut-être pas tout à fait de cerveau comme le nôtre. Mais ça, c'est pas encore tranché. Réponse sur le ring. Voilà, Dominique Pichard, ça n'a pas fait marrer. Vous êtes Lorrain ? Non, du tout. Non, ce n'est qu'un billet d'humeur. Effectivement, c'est la rentrée. Bravo, Mathieu. C'est Dominique Pichard à suivre, photographe de métier et coordinateur du festival Compagnon d'encre, que vous allez découvrir dans un petit instant. Et on retrouvera bien sûr Apicurien avec Valérie Zago après ça. Et retour en plateau avec notre invité Dominique Pichard, ravi de vous accueillir, photographe professionnel et à côté de ça organisateur du festival Compagnon d'encre. C'est ce qui va nous intéresser. J'adore le mot. Je trouve qu'il y a, voilà, ça a plein de sens, Compagnon d'encre. Quand j'ai découvert ça, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est vous qui êtes à l'organisation et ça se passera avec Emmaüs Chervillers. C'est quoi Compagnon d'encre ? Alors Compagnon d'encre, c'est un festival autour du tatouage. D'où l'encre. D'où l'encre. En fait, c'est un petit peu un clin d'œil à un documentaire qui a été fait par l'association Réplique, qui s'appelle Compagnon de route. Et donc, donner une continuité Compagnon d'encre, c'était finalement ce qui paraissait le plus cohérent. Dans l'idée, c'était d'avoir un festival autour du tatouage. L'idée venait d'une demande des compagnons et du directeur d'Emmaüs Chervillers, Axel Nabli, de faire venir le tatouage, puisque c'était une demande des compagnons qui avaient des pièces qu'ils souhaitaient faire recouvrir, ou bien d'avoir même de nouveaux tatouages. Quand on dit des pièces, pardon, c'est des... Oui, des tatouages. Ouais, c'est ça, des tatouages. Qui racontent aussi des morceaux de vie, des moments forts. Alors on va y revenir, parce que Compagnon d'encre, on a regardé la bande-annonce, on va vous la proposer, c'est super rock, c'est très très bien produit, regardez.
voilà, avec quelques photos que vous avez réalisées, notamment celle-ci, avec les compagnons à Chervillers. Les compagnons ont souvent un passé que l'on retrouve sur leur corps, hein, des tatouages. Voilà, certains, c'est des tatouages peut-être ethniques, d'autres, c'est des tatouages faits en tôle, comme on faisait à l'époque. Dans ma génération, on voyait quelqu'un, on se disait, tiens, c'est un ancien tôlard, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de libérer cette parole et qu'on parle de tatouage, qu'on parle de sens derrière, hein? Alors, le sens du tatouage, c'est vrai que les dernières années, on a vraiment vu une démocratisation du tatouage. Et on parle beaucoup de mode, mais aussi on oublie que le tatouage, c'est une culture extrêmement riche. Et surtout, ce qui a démocratisé ça, c'est qu'il y a plein de tatoueurs et d'artistes en fait, qui viennent maintenant des écoles d'art. C'est vrai qu'il y a encore une dizaine d'années, en fait, on pouvait avoir une image relativement négative de mauvais garçon. Qui a changé, mais surtout ce qui a été intéressant, c'est de voir aussi l'évolution du travail qui a été fait. Et finalement, ce que fait notamment le syndicat des tatoueurs, de revendiquer le tatouage comme un art. Est-ce que ça avait plus de sens à l'époque, en quelque sorte? Maintenant, c'est effectivement énormément démocratisé, on se fait tous des motifs maoris ou autres. Ce qu'on faisait à une époque, je sais pas, il y avait un sens peut-être supplémentaire, Je pense qu'il y a du sens dans chaque tatouage. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se faire tatouer, c'est comme une démarche assez forte de n'importe quelle modification corporelle, d'ailleurs, en fait, est quelque chose de relativement fort. Donc, moi, le discours que je peux entendre quelquefois, dire oui, on va se faire un tatouage juste pour aller à la plage, enfin, pour moi, ça peut représenter quelque chose de... ça dit quelque chose aussi. Hein, oui, ça raconte la société d'aujourd'hui. C'est quelque chose de très minime, en fait. C'est-à-dire que se faire inscrire quelque chose dans la peau, c'est une démarche quand même relativement forte et importante. Vous vous dites l'art, la musique, le tatouage, c'est un vecteur d'insertion. Oui, tout à fait. De toute façon, n'importe quel média, que ce soit photographie, la vidéo, l'information, en fait, ça reste... C'est un peu le même univers aussi, enfin proposer ça sur le même festival, ça a du sens, c'était logique pour vous, ça coulait de sens? Ouais, c'était ça, c'était que moi par exemple j'ai découvert le tatouage par la musique, mais il faut savoir que chez les tatoueurs, en fait, il y a plein de gens qui ont plusieurs cordes à leur arc, qui sont musiciens, illustrateurs, peintres, et qui excellent en fait dans leur domaine, et c'était aussi de montrer ça. C'est vrai que maintenant on le voit un petit peu plus, mais moi quand j'ai commencé à documenter ça il y a une douzaine d'années, on ne montrait pas ça, et c'est quand j'ai découvert aussi toute la richesse qu'il y avait derrière, c'est de dire de pouvoir un petit peu le visibiliser, quoi. Alors c'est un étonnant festival au programme évidemment des tatoueurs, un renommé, on en a parlé, des concerts, un show burlesque, des conférences, vous avez bossé, exposition de photos, de mobylettes de collection, de défilés vintage. L'entrée est libre, mais à chaque fois qu'on va dépenser 5 €, on va avoir un bon de Tobola et on peut gagner une mobylette vintage. Ouais, moi j'adore le concept. C'est-à-dire que le principe déjà d'Emmaüs, quand on pense à Emmaüs, on pense à la solidarité, donc c'était important d'avoir un événement qui était libre d'accès. Et que justement, en fait, on puisse aussi choisir de faire du don suivant ses moyens. Donc l'idée de la tombola, c'était quelque chose de plutôt intéressant, puisque dès le début, depuis janvier, en fait, tous les plus beaux objets sur les sites thématiques que vous avez cités ont été conservés pour être sortis pour la tombola et la vente aux enchères. Donc finalement, chaque fois que vous dépensez 5 € sur site, vous aurez droit à un billet de tombola, et vous aurez donc ce tirage. La mobilette vintage, moi, elle me plaît bien. Il y a des beaux objets, il y a des œuvres, les ventes aux enchères, il y a des œuvres d'artistes, c'est-à-dire que les tatoueurs et les artistes du festival en fait, ont pris des objets d'Emmaüs qu'ils ont customisés et qu'ils ont transformés, donc là on est en train de les installer, et ça vaut le coup d'œil. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent du coup? C'est pour l'antenne de Chervillers d'Emmaüs, ou à quel projet ça va servir? Alors cet argent il va être exclusivement dédié en fait à la rénovation de la gare de Chervillers qui a été rachetée récemment et qui va devenir un chantier d'insertion éthiloque qui va permettre de salarier 2 à 3 compagnons. Bon, après, c'est quand même des travaux assez conséquents, mais en fait, dans son location, vous pourrez louer pour le jardinage, des gobelets, des moutons pour tondre le gazon. Ah, c'est bien. Donc, ça vous intéresse, Thomas Loup? C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'Emmaüs a toujours eu vraiment une démarche innovante en fait en termes de recyclage, et c'est ce qu'on fait aussi sur ce festival, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de choses pour créer le festival en fait pour limiter les coûts. C'est-à-dire que là, en termes de ressources humaines, donc je parle des compagnons et des artistes qui sont là, plus le matériel qui est à disposition, ça permet de faire des grandes choses en fait sans
sans y mettre des milliers d'euros. Voilà, mais avec beaucoup de cœur. C'est le festival Compagnon d'encre. C'est ce week-end, hein, c'est samedi et dimanche à Chervillers. Merci beaucoup Dominique Pichard. Merci à vous. D'être venu sur le plateau. Thomas, bonne route avec les loups qu'on va suivre de très près. Merci beaucoup Mathieu. Moi je vais vous libérer. On va retrouver d'abord évidemment Valérie Zago. On parlera de la Cibar dans quelques instants. Et Valérie Zago, c'est la chronique Épicurien. Et elle est sur le terrain avec les amoureux du terroir. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Eguisheim. On va à la rencontre du domaine MAN, domaine en biodynamie de 12 hectares avec de grands crus. On y va! Bonjour Sébastien. Bonjour Valérie. Ravi de vous rencontrer. On est où? Là on est au milieu du Grand Cru de Pfirsigberg, vraiment dans la partie historique. Ok, et vous êtes également certifié en bio? Ah oui, on est certifié en bio depuis quelques années. Je vous propose d'en parler dans les vignes. Avec on y va? grand plaisir, on y va, c'est parti. On se retrouve dans une autre parcelle du Pfirsigberg et là je voudrais qu'on parle plutôt des grands principes de la culture en bio. Ouais. Alors nous on est certifié en bio depuis 2004, enfin on s'est reconverti en 2004, il y a 4 ans pour avoir le droit à la certification. Et le principe de la viticulture biologique, c'est d'être au plus près du vivant. Donc on va aller respecter au maximum la plante, tout simplement en n'utilisant aucun intrant chimique. Et vous êtes également, depuis peu, certifié en biodynamie. C'est ça, donc depuis 2015, on s'est fait reconvertir, on a reconverti le domaine en biodynamie. Je vois que sur cette parcelle, c'est enherbé un rang sur 2. Oui, alors nous, dans notre façon de travailler, on aime bien cet équilibre-là. Donc on garde toujours un rang labouré et un rang enherbé. L'histoire, c'est que le rang enherbé nous permet de circuler ici avec les tracteurs pour avoir une certaine assise. Et le rang labouré, d'éviter qu'il y ait trop de concurrence en herbe. Enherbement naturel, pas semé. Alors nous, on est contre le semis dans les rangs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un vrai travail. Mon père a arrêté de désherber les sols dans les années 90. Donc aujourd'hui, on a une diversité de plantes, que ce soit plein de légumineuses. Ce qui est planté beaucoup en ce moment, c'est les légumineuses, parce que l'intérêt d'une légumineuse, c'est qu'elle capte l'azote de l'air et elle la restitue à la plante. Et donc nous, naturellement, on n'a pas besoin, regardez cette diversité de plantes. Il y a une réelle diversité. Il y a une complexité, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Donc c'est une utilisation à la fois du calendrier lunaire, mais il y a aussi des préparats. Exactement. Donc le calendrier lunaire, Donc le calendrier lunaire, bien sûr, on suit, en fonction du calendrier lunaire, il y a différents types de jours. On a des jours racines, des jours fruits, des jours feuilles. Et donc on ne va pas faire les mêmes interventions dans les vignes à ce moment-là. Et à la cave aussi d'ailleurs. Et par la suite, bien sûr, 2 préparats obligatoires. Donc un qui s'appelle 500, l'autre 501. Silice de corne, bouse de corne. Donc le premier est de la bouse de vache qu'on va mettre dans de la corne pendant 1 an, qu'on ressort au bout d'1 an. Et la silice de corne à elle, c'est de la silice qu'on va mettre dans de la corne aussi pendant 6 mois dans le sol, et qu'on va récupérer là avec une certaine force de vie, et qu'on va pulvériser sur le feuillage. L'idée, la silice, on dit que c'est le 2e soleil de la vigne. Donc lui fait la connexion. Ouais, ça fait la connexion avec ce qui se passe là-haut. Et donc l'équilibre, c'est le milieu, c'est la plante. On cherche l'équilibre, les forces du sol et les forces de ce qu'il y a là-haut. Et on cherche l'équilibre. Sébastien, je vous attendais justement pour notre pique-nique. Ça tombe bien. Installons-nous. Alors j'ai préparé un petit tartare de saumon et courgettes, légèrement citronné. Qu'est-ce qu'on boit avec ces petites préparations? Ça tombe à pic. On était au cœur du Grand Cru de Pfirsigberg dans des parcelles de Riesling, donc on va goûter ce Riesling. Eh bien c'est parfait, j'ai les verres. Impeccable. J'ai pensé au tire-bouchon. Super. À votre santé Sébastien. À la vôtre. Ah, le nez est extrêmement expressif. Ouais, alors ça c'est typique des Pfirsigberg. Alors même là, sur leur jeunesse, on sent vraiment un très beau potentiel. C'est pas si jeune que ça finalement, puisque là on est sur un millésime 2015. Ah oui. Il faut savoir que le Pfirsigberg, potentiel. Exactement, que le Pfirsigberg est un grand terroir de vin de garde. Et puis là on est sur un millésime solaire en plus de ça, un millésime 2015. Mais on est quand même sur quelque chose de très subtil, très fin, très élégant. C'est frais, ça garde énormément de fraîcheur. Quand vous êtes en biodynamie, vous concentrez et les aromatiques et les couleurs. On va le passer en bouche. On va le goûter quand même. Alors la bouche est typique d'un Pfirsigberg. L'identité, ce sera son épaisseur, sa largeur. Donc le toucher de bouche va être très gras. Et après on a des beaux amers qui finissent la bouche et l'acidité qui revient derrière, qui redonne cette fraîcheur.
On va goûter le plat peut-être ? Alors, petit tartare de saumon et concombre légèrement citronné. Bon, là, c'est pique-nique, hein, mais sinon, on pourrait se faire peut-être un petit carpaccio de Saint-Jacques si on avait la cuisine adaptée. Complètement, hein, parce que le gras du Pfirsikberg irait très bien avec le côté un petit peu sucrayant de la Saint-Jacques et bien sûr le côté iodé du Riesling, hein, là, sans problème. On va se faire plaisir. On va déguster ça ensemble. Grand plaisir. En tout cas, nous, on se dit à Vauvert et à jeudi prochain. Bientôt. Et retrouvez toute l'actualité d'Apicurien sur le site d'Alsace Vin. Place à présent au rendez-vous du logement et de l'habitat avec une rencontre publique qui était organisée en juillet à Viche consacrée au réseau de chaleur. C'est pour la Cibar, c'est maintenant. Moi je vous dis à demain 19h. Salut. Viche, vallée de la Bruche, près de Schirmeck. Une cinquantaine de logements locatifs aidés construits en 1995 vont bientôt être rénovés. La Cibar lance un nouveau programme d'amélioration et de résidentialisation de ces logements dans la commune. Modernité, sécurité, mais aussi économie d'énergie sont les maîtres mots de ce projet. Une réunion publique a été proposée dernièrement aux locataires, l'occasion de faire un point sur le projet avec le département, la ville et le bailleur social. C'est un projet qui nous tient à cœur, le projet de Viche. Nous sommes vraiment sur une problématique difficile. Nous avons besoin de requalifier ce site en lui donnant de l'attractivité, un peu en réaménageant donc les extérieurs, en revoyant l'isolation, en revoyant un certain nombre d'équipements techniques et surtout en refaisant une rénovation thermique moderne en fonction des attentes de la clientèle, c'est-à-dire un confort, une fiabilité et un coût maîtrisé. L'objectif principal, c'est de réduire considérablement les charges payées et d'améliorer le confort. Donc nous avons pris l'option d'aller un peu plus loin que le simple remplacement des installations de chauffage, en travaillant l'isolation, en mixant le solaire hydraulique et le solaire photovoltaïque pour notamment passer les périodes d'été et les périodes d'ensoleillement en utilisant le maximum d'énergie gratuite afin toujours d'arriver au même résultat qui est la satisfaction et les coûts maîtrisés pour nos usagers. Le site de Viche nécessite une rénovation à plusieurs niveaux. Améliorer l'accès au bâtiment avec la mise en place de portes d'entrée sécurisées, aménager des jardins au pied des immeubles, modifier le mode de chauffage jusqu'alors individuel pour mettre en place une chaufferie collective permettant de réduire la consommation d'énergie. Tout un programme porté par la Société immobilière du Bas-Rhin, accompagné par le département, qui permettra aux locataires de s'approprier davantage l'espace et d'améliorer les rapports sociaux. Rénovation énergétique, adaptation du logement à la perte d'autonomie pour les personnes qui vieillissent ou les personnes en situation de handicap. Voilà quelques-unes de nos priorités. On sait aussi très bien que les gens n'en ont pas plus dans le porte-monnaie, donc comment faire aussi pour réduire leurs charges. Donc là, on va à la fois rénover les logements pour qu'ils consomment moins en énergie, améliorer aussi les réseaux de chaleur avec une chaufferie bois qui va consommer moins. Donc du coup, on préserve mieux l'environnement et on réduit les dépenses des gens. Je crois que c'est doublement gagnant, quoi. Et nous consacrons au budget 2019 19 millions dans nos politiques de logement pour mieux servir les gens, pour mieux accompagner les gens, pour la qualité de vie. Parce que le logement, c'est avec l'emploi la première priorité de nos concitoyens. Et bien, c'est normal qu'on essaye de soutenir notamment les personnes un peu plus fragiles, ceux qui ont un peu moins de moyens, et pour qu'ils vivent dans de bonnes conditions. Mais vivre dans de bonnes conditions, c'est aussi pouvoir se chauffer correctement. Ici, l'option d'une chaufferie collective au granulé de bois a été prise. Mais plutôt que de multiplier les modes de chauffage dans cette commune, l'idée a été de mutualiser le réseau de chaleur afin d'y raccorder plusieurs bâtiments municipaux. Les coûts d'investissement et de fonctionnement sont ainsi optimisés, les frais d'entretien sont réduits. Une aubaine pour cette commune. Je trouve que mettre une chaufferie bois, mettre du photovoltaïque, mettre également de l'isolation, ça permettra de
de rendre les appartements beaucoup plus agréables. Et puis je trouvais que c'était intelligent que nous, communes, on puisse également se brancher sur le projet en chauffant la salle des sports que nous venons de rénover, le bowling municipal que nous avons ici et le clubhouse des footballeurs. Le permis de rénovation et construction est déposé. L'achat de la parcelle où sera prochainement installée la chaufferie collective à Pelé de Bois est en cours. Les travaux vont donc probablement pouvoir débuter prochainement.